Unité 2, Histoire et évolution des systèmes de sécurité internationale. Chapitre 2, les organisations internationales et la sécurité collective. Objectif du chapitre. Bienvenue dans ce module crucial de votre mini-master professionnel. Ce chapitre vous immerge au cœur de la gouvernance de la sécurité internationale en mettant l'accent sur le rôle des organisations internationales. Conçu spécifiquement pour un apprentissage 100% à distance et asynchrone, ce contenu vous permettra de maîtriser les fondements et l'évolution des principales OI de sécurité, ONU, OTAN, UE, UA, etc. à votre rythme, grâce à des ressources multimédia et des activités interactives. Décrypter leurs mécanismes d'action, de la diplomatie préventive aux interventions coercitives via des lectures dirigées, des études de cas vidéo et des simulations en ligne. Évaluer de manière critique leurs succès et leurs limites face aux défis géopolitiques contemporains grâce à des analyses de documents authentiques et des exercices de réflexion individuelle. Développer une vision stratégique et opérationnelle des interactions complexes entre ces institutions et les États-nations, compétences essentielles pour votre future carrière dans la défense, la sécurité internationale ou l'humanitaire, quelle que soit votre localisation géographique. Bonjour encore, chers analystes en géopolitique, défense et sécurité internationale. Dans ce chapitre 2 approfondi, nous explorons de façon détaillée les organisations internationales qui structurent la sécurité collective, leur fonctionnement, leurs succès, leurs échecs et les réformes possibles. Mon objectif est de vous donner non seulement la description de ces institutions, mais aussi les instruments d'analyse pour évaluer leur pertinence stratégique dans des crises réelles. Commençons par l'Organisation des Nations Unies. L'ONU est née en 1945 avec une double ambition: empêcher la répétition des tragédies mondiales et instaurer un cadre normatif pour réguler la violence entre États. Structurée autour de la charte, elle articule des organes politiques, juridiques et opérationnels: l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, la Cour internationale de justice, le secrétariat et les agences spécialisées. Cette architecture combine légitimité universelle et capacité d'action variable. Le Conseil de sécurité incarne le cœur décisif du système. Doté de 5 membres permanents disposant du droit de veto, il peut adopter des résolutions contraignantes, imposer des sanctions, autoriser des embargos ou légitimer l'usage de la force. Le veto est paradoxal. Il a permis, pendant la guerre froide, d'éviter l'affrontement direct entre grandes puissances. Il est devenu depuis la principale source de paralysie politique lorsque ces puissances poursuivent des agendas divergents. Comprendre l'ONU, c'est comprendre cette tension entre légitimité universelle et réalité géopolitique. Sur le plan opérationnel, l'évolution des opérations de maintien de la paix illustre les adaptations nécessaires face à de nouveaux défis. Les premières missions post-1945 étaient principalement des dispositifs d'observateurs. Aujourd'hui, les opérations sont multidimensionnelles: protection des civils, appui à la mise en œuvre d'accords de paix, réforme du secteur de la sécurité, aide humanitaire et assistance électorale. Ces mandats plus exigeants nécessitent des moyens lourds, une coordination interinstitutionnelle et des règles d'engagement claires. Or, l'ONU dépend des contributions volontaires des États pour ses contingents, ses équipements et son financement. Un facteur limitant majeur. Les échecs retentissants, comme le génocide rwandais en 1994 et le massacre de Srebrenica en 1995, ont montré les conséquences tragiques d'un mandat insuffisant et d'une absence de volonté politique. Ils ont aussi provoqué des réformes, rapport Brahimi et renforcement de la doctrine de robustesse, émergence de la responsabilité de protéger, R2P, qui affirme que la souveraineté implique la responsabilité de protéger sa population contre les crimes massifs. R2P, toutefois, reste contesté dans sa mise en œuvre, car son application dépend de la volonté politique et des coalitions d'États capables d'agir. Par ailleurs, les opérations sous chapitre 7, qui autorisent des mesures coercitives, soulèvent des dilemmes éthiques complexes. Comment concilier respect de la souveraineté, nécessité d'agir pour protéger et risque d'effets secondaires imprévus? L'expérience libyenne de 2011 démontre ce risque. Une résolution de protection des civils s'est transformée pour certains observateurs en une campagne de changement de régime, alimentant le débat sur la portée et le contrôle des mandats. Passons à l'OTAN. L'Alliance Atlantique, née pour contenir l'Union soviétique, a su se transformer après 1991. Elle a conservé la cohésion stratégique par sa promesse collective, l'article 5, tout en étendant ses rôles: gestion de crise, stabilisation extraterritoriale, cyberdéfense et réponse aux menaces hybrides.
L'Afghanistan reste un cas d'école. L'activation de l'article 5 a entraîné la plus longue opération de l'OTAN, combinant action militaire, formation, reconstruction et coopération civile. Le retrait de 2021 pose des questions sur la durabilité des acquis obtenus par la puissance militaire seule et l'importance d'une stratégie politique de long terme. L'OTAN est aussi confrontée à des tensions internes, divergence des priorités entre États membres, débat sur le partage du fardeau et recherche européenne d'autonomie stratégique. Ces dynamiques montrent que les alliances doivent constamment réconcilier intérêts nationaux et intérêts collectifs. Regardons maintenant les organisations régionales, essentielles pour la résilience locale. L'Union européenne a développé une politique de sécurité et de défense propre, capable de missions civiles et militaires à faible ou moyen spectre. Elle intervient en gestion de crise, en formation et en renforcement institutionnel. Mais l'UE reste limitée par l'absence d'un commandement militaire unique et par des priorités nationales divergentes. Sa complémentarité avec l'OTAN est stratégique. L'une soutient la projection civile et politico-économique, l'autre demeure le garant principal de la défense collective. Sur le continent africain, l'Union africaine et son architecture de paix et de sécurité illustrent la volonté d'une gestion des crises par les Africains, pour les Africains. Les concepts comme la force africaine en attente et le Conseil de paix et de sécurité témoignent d'un renforcement institutionnel. Mais le financement, les capacités logistiques et le renseignement autonome restent des défis majeurs. L'AMISOM, ATMIS, en Somalie, montre à la fois les capacités et les limites de l'action continentale, souvent dépendantes de soutiens internationaux. Les organisations asiatiques et régionales, ASEAN, OSCE, OTSC, fonctionnent selon des logiques différentes. L'ASEAN privilégie le consensus et la non-ingérence. L'OSCE propose un forum large pour le dialogue et la prévention. L'OTSC reflète une zone d'influence géopolitique dominante. Ces modèles traduisent la diversité des réponses institutionnelles à la sécurité, en fonction des cultures politiques et des priorités régionales. Les conflits récents montrent aussi l'émergence de nouvelles formes de confrontation. Menaces hybrides, cyberguerre, guerre cognitive et usage stratégique de l'économie et des ressources. Les organisations internationales doivent désormais intégrer des capacités de résilience nationale, sécurité des infrastructures critiques, système d'alerte sanitaire, plan de continuité, protection cybersystème et stratégie de lutte contre la désinformation. Elles doivent aussi s'adapter aux phénomènes transversaux que sont le changement climatique, les migrations massives et les crises économiques, facteurs accélérateurs d'instabilité. Pour les praticiens, 3 constats opérationnels et 3 recommandations stratégiques se dégagent. Premier constat, la coordination est la condition de l'efficacité. La fragmentation des mandats et l'absence de cellules conjointes réduisent l'impact. Deuxième constat, la légitimité locale est aussi importante que la puissance matérielle. Sans acceptation des populations, les opérations perdent en durabilité. Troisième constat, la préparation politico-stratégique du retrait est aussi essentielle que la planification de l'intervention. L'extraction mal gérée annule souvent les gains sur le terrain. Recommandation 1. Investir massivement dans la prévention. Système d'alerte, diplomatie préventive, appui aux institutions locales. Recommandation 2. Développer des capacités ad hoc rapides, modulaires et interopérables. Force de réaction, plateforme d'échange de renseignements, mécanismes financiers de crise. Recommandation 3. Promouvoir des réformes institutionnelles pour améliorer la gouvernance multilatérale. Transparence, responsabilisation, mécanismes d'arbitrage et de responsabilisation pour limiter l'abus du veto et accélérer les décisions humanitaires. En guise de conclusion, les organisations internationales restent indispensables. Elles sont toutefois des outils dont l'efficacité dépend de la volonté politique, des ressources, de la qualité de la coordination et de la capacité d'adaptation aux nouvelles menaces. Pour le professionnel de la sécurité, maîtriser ces institutions, leurs forces et leurs limites, c'est pouvoir concevoir des stratégies réalistes, politiquement viables et socialement acceptables. C'est, en définitive, la seule voie pour transformer l'idéal de la sécurité collective en résultats concrets sur le terrain. Merci d'avoir suivi cette leçon approfondie. Dans la suite du module, nous analyserons des études de cas précises et des cadres d'évaluation opérationnelle que vous pourrez appliquer directement dans des scénarios professionnels. Mot de la fin du module 2, de l'histoire aux défis futurs de la sécurité internationale. Chers participants et futurs professionnels de la géopolitique, de la défense et de la sécurité internationale,
Nous avons parcouru un chemin crucial ensemble au cours de ce module 2. Histoire et évolution des systèmes de sécurité internationale. Vous avez, en toute autonomie et à votre propre rythme, acquis une compréhension fondamentale de la manière dont la sécurité mondiale a été pensée, structurée et mise à l'épreuve à travers les décennies. Ce module vous a permis de, dans le chapitre 1, les grands conflits et alliances du XXe siècle, vous avez plongé au cœur des événements qui ont modelé l'ordre mondial. Vous avez analysé les causes et les conséquences des guerres mondiales, l'émergence des blocs de la guerre froide et le rôle des alliances dans la dissuasion et la gestion des crises. Comprendre ce passé est essentiel pour décrypter les résonances historiques dans les dynamiques actuelles. Dans le chapitre 2, les organisations internationales et la sécurité collective, vous avez exploré les architectures contemporaines de la paix et de la sécurité. Vous avez étudié en profondeur l'Organisation des Nations Unies, avec ses aspirations universalistes et ses défis permanents. Vous avez ensuite analysé l'OTAN, une alliance qui n'a cessé de se réinventer, et vous avez découvert la richesse et la complexité des autres organisations régionales, UE, UA, ASEAN, OTSC, OSCE. Les études de cas spécifiques, notamment sur le Niger et la RDC, vous ont permis d'appliquer concrètement ces connaissances à des situations de crise réelles, en affûtant votre capacité à identifier les acteurs, leurs intérêts et les dilemmes opérationnels. Grâce à votre engagement personnel et à votre travail de recherche autonome, vous avez développé des compétences analytiques de premier ordre. Vous savez désormais comment naviguer dans la complexité des systèmes de sécurité, identifier les forces et les faiblesses des mécanismes existants, et proposer des pistes de réflexion stratégique face aux défis les plus pressants de notre temps. Cette perspective historique et cette maîtrise des cadres institutionnels sont des fondations solides pour le reste de votre parcours. Elles vous permettront de mieux comprendre les enjeux actuels et futurs, qu'il s'agisse des nouvelles formes de conflits, des menaces transnationales ou des recompositions de l'ordre mondial. Nous sommes convaincus que vous avez tiré un maximum de bénéfices de cette exploration approfondie. Votre capacité à apprendre de manière autonome, à synthétiser des informations complexes et à produire des analyses rigoureuses est une compétence professionnelle de très grande valeur. Félicitations pour votre persévérance et votre excellente performance dans ce module. Vous êtes désormais mieux outillé pour saisir les défis et les opportunités du domaine de la sécurité internationale. Nous attendons avec enthousiasme de vous retrouver pour le module suivant. Avec nos salutations distinguées, l'équipe pédagogique d'International SRM LLC, mini-master professionnel en analyse géopolitique, défense et sécurité internationale.